Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 27 du Souterrain. Vous êtes avec Matraque encore une fois. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a au programme dans le Souterrain? C'est trois chroniques. Premièrement, on aura Meira Saint-Laurent qui va être avec nous, qui va poursuivre les pérégrinations métalliques. On va avoir également la participation de Quentin qui va nous raconter un conte qui vient de la Corse. Donc, je vous en dirai un peu plus juste avant de le présenter. Et il y aura également le top 3 des sorties du mois. Donc, PY, qui, comme à l'habitude, est submergé par la nouveauté. Il va nous présenter ses coups de cœur récents. Donc, c'est ce qu'on a ce soir au programme. Il y aura également deux chansons. Et là, pour ce qui est des chansons, c'est deux projets, en fait, qui sont originaires du Québec et dans lequel collabore mon pote Atroce. Donc, je voulais vous partager ça. C'est ce qu'il y aura musicalement parlant un peu plus tard dans le show. Et là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec la première chronique, on va aller se déboucher une bière. Et comme à l'habitude, on s'en va parler des produits ou des bières de la microbrasserie Alpha qui est située à Québec. Donc, cette semaine, la bière, c'est la Bora, qui est une IPA sûre à 6,1 %. On a ici une bière qui est assez, premièrement, qui a une légère touche de houblon, un peu citronnée, très, très agrume, mais c'est vraiment, à mon goût, à moi, c'est vraiment le citron qui ressort. Euh, Si on y va avec qu'est-ce qu'on a dans le verre, on a quelque chose qui est un peu voilé, une bière assez jaune, fruits jaunes, là, avec un voile dessus, un bon collet de mousse. Puis, comme je disais, au nez, on a vraiment l'odeur d'agrumes, mais plus particulièrement du citron. Et au goût, c'est également ça qui ressort. Puis, on va chercher justement la finale un peu plus sûre qui va, premièrement, qui respecte le style. Deuxièmement, qui va chercher un peu dans le fond, en arrière, dans le fond de la bouche, là. Donc, ce qui est intéressant de cette bière-là, c'est qu'elle n'est pas trop sûre. C'est quand même bien équilibré. Une des affaires que j'aime moins personnellement des bières sûres, c'est quand tu as l'impression que les dents vont te tomber, là. Personnellement, c'est pas un sentiment que j'apprécie particulièrement. Et cette bière-là ne fait pas ça, justement. On a quelque chose qui est quand même en douceur. Oui, on a le côté sûr, mais c'est pas trop agressant, c'est bien dosé. Puis ça laisse place aussi au houblon, chose qui, habituellement, dans ce genre de bière-là, souvent, les brasseurs vont vraiment tout mettre sur le côté sûr, puis tu goûtes presque plus les houblons. C'est pas le cas avec la Bora. Donc, bel équilibre entre l'amertume et le côté surette. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vous invite à aller lire l'article de ma collègue, ma co-animatrice Sarah, qui est ma co-animatrice dans ce Macabra, qui notamment écrit les articles qui s'appellent, c'est la section Alpha fait le mois. Et donc, dans les produits de septembre qui ont été publiés la semaine dernière, Sarah a fait justement ses recommandations et, bref, son analyse des produits. Donc, vous aurez un peu plus d'informations là-dessus. Je vous rappelle également, pour les gens qui sont dans la région de Québec, vous pouvez, premièrement, passer sur place, aller déguster une bonne bière, mais vous pouvez également faire des précommandes et passer chercher votre stock sur place. Donc, si vous voulez voir l'inventaire de ce qui est disponible à la Brasserie Alpha, c'est le boutique.brasseriealpha.com. Donc, allez faire un tour là-dessus. Et sur ça, je me prends une petite gorgée, puis on rentre dans le vif du sujet. Et suite à cette gorgée de sagesse, on perd pas de temps. C'est le moment des pérégrinations métalliques avec Meira Saint-Laurent. Salut Meira, comment ça va? Allô, ça va super bien. Puis toi? Yes, ça va très bien. Et là, cette semaine, on poursuit l'épluchage de ton travail Oui, avec, effectivement. on va rentrer dans les paramètres performantiels, mais avant, peut-être pour mettre dans le bain du sujet, on va faire un retour un peu sur
la dernière chronique, où est-ce que tu nous avais parlé notamment des éléments technologiques, comment c'était utilisé en fait dans le black metal. Oui, on a parlé des paramètres technologiques là, qui sont en lien. Ça réfère par exemple à tous les éléments qui sont utilisés en studio ou lors de l'enregistrement pour construire le son black metal. Donc, on parle de, par exemple, tout ce qui est en lien avec l'esthétique lo-fi ou l'utilisation de réverbération ou de saturation là, qui est ajoutée sur la voix, sur les guitares. Donc, c'est ça qui a été traité là, principalement. Là. OK. Et là, pour cette chronique-ci, en fait, là, on disait les paramètres performantiels. Qu'est-ce que tu sous-entends par les paramètres performantiels? Puis, il y a un deuxième volet, c'est les paramètres abstraits. Fait que je te laisse faire la nuance avec ça. Oui, bien, tout d'abord, je veux juste mentionner une petite chose là, que je trouve quand même assez importante, c'est que la catégorie dont je fais référence, paramètres technologiques, performantiels, abstraits, ça a été développé par Serge Lacasse, qui était mon directeur de thèse. Donc, il a écrit plein d'articles par rapport à ça. Là. Donc, ça ne vient pas de ma tête seulement. Là. il y a de la littérature scientifique qui appuie ça. Là. OK. Si je peux donner une référence là, pour les besoins de la cause, là, si ça fait du sens ou pas. Là. Ben oui, Donc, ben oui. parfait. Donc, ce qu'on appelle les paramètres performantiels, en fait, c'est tout ce qui est lié à la performance, donc vocale ou instrumentale. Puis on parle autant sur scène ou en studio. Donc, dans le fond, on va s'attarder à la manière dont les sons vont être interprétés par le musicien. Et on va laisser de côté la technologie à ce moment-là. Donc, ça va être... on va s'intéresser, par exemple, à la voix chantée, qui est utilisée beaucoup là, pour, on va dire, reproduire des expressions du quotidien, mais dans la musique. Par exemple, quelqu'un qui va utiliser une voix grognée ou une voix murmurée, ben ça a un effet expressif, là, ça a un effet expressif là, derrière ça. Oui, effectivement. Tout ce qui est les inflexions vocales aussi qui sont utilisées, les soupirs, les sanglots, ou sinon un timbre distinctif, comme je l'ai dit, la voix rauque, la voix murmurée. Donc, les paramètres qu'on appelle performantiels, ils vont faire varier la signification des paroles d'une chanson. Puis, ça va permettre, par exemple, de transmettre des émotions comme l'agressivité, tout ce qui est en lien, ce qui est très présent dans la musique métal, en fait, là. Puis, ben, en fait, j'oserais ajouter que ça change d'une performance à l'autre. Oui, Exemple, un groupe en tournée, tu sais, souvent, les vrais fans finis vont aller voir 2-3 dates, tu sais, du band, puis souvent, tu sais, quand ils vont reparler avec les gens, c'est « Hey, telle date, là, c'était vraiment la meilleure », c'est parce que, tu sais, chaque performance est unique, puis parce que, justement, c'est pas la technologie, c'est l'humain qui est le sujet, en fait. Oui, c'est le feeling qui est retransmis par la voix aussi, là. Donc, quand la personne elle va vraiment interpréter à fond, des fois, ça va avoir un impact sur la manière dont on va ressentir la chanson, là. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec ça, là, les paramètres performantiels. Puis, dans la... Oui, vas-y. Non, c'est bon, je te laisse aller. OK, parfait. Donc, dans la musique métal, ben, en fait, on utilise souvent ce qu'on appelle la voix grogner, la voix growl, qui, ben, ça ressemble à un grognement, comme ça le dit. Ça n'a pas de hauteur précise, c'est une voix très grave. C'est beaucoup utilisé là, pour renforcer le côté puissant, lourd, personnifier une monstruosité. Encore une fois, il y a plusieurs musicologues, plusieurs universitaires qui ont parlé de tout ça dans différents articles. Et, ben, j'imagine aussi qu'il y a différentes techniques. Oui. C'est pas tous les chanteurs qui ont la même technique, là. Non, tout à fait. Là. Ben, en fait, je parle beaucoup... la voix growl est ce type de voix-là qui est très grave, qui n'a pas d'auteur distinctive. C'est surtout employé dans le death metal. Mais ce qu'on entend beaucoup plus dans le black metal, et là, je vais vraiment avec des termes là, qui sont utilisés dans
dans les disciplines qui étudient les thèmes vocaux, on va beaucoup plus parler d'une voix scream, donc le cri scream, qui est une voix beaucoup plus aiguë et qui va un peu annuler l'effet de puissance puis de lourdeur qui est utilisé avec la voix growl. Encore une fois, c'est une voix qui ressemble plus à un cri, je sais pas, un hurlement peut-être. Mais encore une fois, il n'y a pas d'auteur précise. Puis ça va vraiment ajouter la dimension occulte, diabolique qu'on connaît dans du black metal. Puis, c'est vraiment aussi... il y a plein d'effets vocaux qui sont utilisés en plus de la voix scream et qui s'ajoutent là, aux éléments performantiels utilisés dans le black metal, comme par exemple des inspirations, des expirations sonores qu'on peut entendre super bien sur l'enregistrement, des ricanements, des fois des passages en voix chuchotée, des passages en voix parlée. Donc tout ça, ça transmet l'émotion, l'atmosphère effrayante, glaciale, diabolique. Donc il y a ça, c'est très présent là, pour ce qui est de la voix black metal. Oui, là-dedans, tu rentres pas les effets comme le reverb, ces effets-là. Là. Non, ça, c'est technologique. Ça, c'est de l'humain. Ça, c'est technologique. C'est ajouté par la technologie. Okay. C'est vraiment une catégorisation. Là. Je comprends que c'est difficile, des fois, de séparer tous ces éléments-là parce que c'est quand on les mélange ensemble que ça donne l'effet que ça donne, si on peut dire. Mais pour les besoins de la cause, c'est bien aussi de les séparer pour voir qu'est-ce qui constitue quoi. Oui. Puis, parenthèse, tu sais, quand tu parlais tantôt du scream versus le chant plus growl, c'est... En fait, j'ai un peu le feeling, puis pour avoir jasé avec différents musiciens, j'ai le feeling que la voix plus grave, plus dead, tu vas vraiment prendre plus bas, vraiment, entre guillemets, dans un trip, tu sais. La voix black metal, elle passe, c'est vraiment plus dans la gorge. Oui, là, t'as besoin de la gorge pour les deux, là, mais tu sais, c'est plus haut un peu, puis la technique est peut-être plus dans la gorge que de pousser avec ton diaphragme, là. Fait qu'en tout cas... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Théorie à la Sylvain, mais... J'ai pas de formation en chant grenier. Par contre, j'ai une formation en chant classique. Et j'ai fait du chant pop beaucoup. Puis c'est un peu, j'imagine, le même feeling que tu décris en chant classique. Le son est pris beaucoup plus haut, ça résonne beaucoup plus, là, on va dire, dans le front, parce qu'il y a plein de résonateurs dans le visage. Les os forment comme des cavités où est-ce que le son résonne. Donc, quand on chante classique, ça résonne tout ce qui est donc l'arcade sourcilière, les fosses nasales, le son se tient là beaucoup. Tandis que quand on chante pop... Évidemment, là, ça va résonner aussi vers le haut du visage, mais c'est beaucoup plus là, dans la poitrine qu'on va sentir le son résonner. Là. En tout cas, bref, c'est ma perception des choses. Fait que peut-être que c'est un peu la même chose avec la voix growl puis la voix scream. C'est un peu ça. S'il y a des chanteurs qui écoutent et qui font « Hey, vous êtes dans le champ, écrivez donc envoyez-nous un courriel, tu sais, avec votre technique à vous. » J'ai un peu le feeling, c'est ça que... là, on parle encore une fois, c'est de la machinerie humaine, là, fait que chacun est unique, puis chacun a sa façon d'utiliser sa technique. Mais tu sais, moi, de ce que j'ai vu dans mon entourage, on dirait qu'il y a vraiment genre une différence entre où c'est que tu vas prendre ton appui, tu sais, pour ton corps. Bref, c'était donc mes 2 scènes là-dessus. Et là, on revient au but, en fait, du black metal, c'est rajouter... Tu marquais tantôt une impression de froideur. Oui, tout à fait. Puis l'impression diabolique de froideur qui va être, en fait, apportée avec l'espèce de thème super aigu, là, et non l'espèce de thème grave qui va beaucoup plus faire référence à de la puissance. Donc, on va chercher le contraire dans le black metal. Puis les paramètres performantiels sont aussi utilisés pour ce qui est de la performance des instruments. Bon, je ne veux pas commencer à parler de tout ce qu'on peut faire, là, mais principalement, le style de jeu des guitaristes black metal, c'est le tremolo picking. Donc, et ça, en fait, là, c'est la répétition d'une seule note qu'on va jouer aussi rapidement que possible, puis continuellement dans un mouvement ascendant-descendant. Bon, donc c'est une technique de jeu qui va permettre d'interpréter une ligne mélodique et qui va comme donner une espèce
d'impression de bourdonnement, de stagnation du son, parce que la ligne mélodique, les notes, l'enchaînement des notes va être beaucoup plus lent, on va dire. Quoique ça peut dépendre, là. Mais le tremolo picking, ben, c'est une forme de performance que les guitaristes peuvent faire. Puis souvent, ce qu'on remarque dans le black metal, c'est que le son va pas être toujours étouffé. Des fois, on peut l'étouffer avec la paume de la main. Ça, tu pourras m'en parler plus. C'est toi le spécialiste de tout ça. Ouais, ben dans le fond, c'est palm muting. C'est que tu vas accoter ta paume de ta main sur tes cordes, légèrement, évidemment, parce que si tu pèses trop, tu fais juste étouffer le son, mais légèrement, puis avec les micros, les pick-ups à la guitare, ça va capter le son, puis ça donne un son qui est un peu muffé, justement, je sais pas, étouffé, peut-être en français. Ouais. Puis, ben, tu sais, c'est le fameux, là, dans les livres de tablature là, que tu achètes au magasin, c'est le fameux PM avec les petits pointillés, là, tu sais. Fait que, bref, ça, oui, mais je veux juste faire un parallèle sur le tremolo picking, tu sais, dans le death metal aussi, il y en a selon les groupes. Le death metal, brutal ou plus technique, va souvent utiliser ça. Je pense, à mon avis, en tout cas, dans le black metal, contrairement au death metal, c'est vraiment, ben, j'allais dire abusé, là. C'est comme c'est signature du black metal. Tu as du tremolo picking tout le temps. Tandis que dans du death, ça va être utilisé dans certains passages comme pour rehausser un riff ou un refrain ou un bridge. Fait qu'il y a vraiment peut-être une nuance là-dessus. Puis l'autre affaire aussi par rapport à ça que je voulais ajouter, c'est que tu as des bands à riff, puis tu as des bands à mélodie souvent. Oui, c'est vrai. Des bands moi, j'appelle ça des bands à riff. Là. C'est que dans le fond, tu n'as pas tant de mélodie, mais les guides sont en accord, puis c'est la rythmique de ces accords-là qui vont faire la chanson, tandis que ben, dans le black metal, souvent, ça, c'est des petits passages plus courts. Habituellement, tu as une espèce de superposition de couches de rhythm puis de lead qui vient avec. Qui s'entremêlent un peu, tu sais. Mais ça, c'est tout en lien avec les paramètres abstraits, par contre. C'est tout en lien avec l'autre section, là. OK, excuse, OK, c'est bon. Je suis en train de devancer la patente. Mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça, fait que on continue. Yep. Mais c'est ça, tu as raison pour le tremolo picking dans le death metal. En fait, je pense que la différence avec le black, c'est que les cordes sont pas toujours étouffées. Donc, les cordes vibrent plus librement. Ça fait une espèce de... Ça enlève le contour sonore. Ça donne une espèce d'aspect brumeux, je pense, où les notes vont se mélanger ensemble, une l'autre. Là. Je pense que c'est vraiment ça, là, une des différences, on va dire, avec le tremolo picking du death metal. Puis là, ben, en fait, on va après la dernière catégorie là, dont tu as parlé un peu, tu as spoilé un peu les paramètres abstraits. Donc, ça c'est en fait tout en lien avec la composition musicale, OK, à la base. Donc, la forme, la mélodie, l'harmonie, le rythme. Je vais essayer d'être le plus clair possible parce que là, on rentre dans des trucs un peu plus, on va dire, analyse musicale. Donc, n'hésite pas à donner du jus là, si ça manque de clarté, tout ça. Là. Donc, dans la musique populaire, et là, je parle pas de musique commerciale, je parle de la grande catégorie de la grande catégorie musicale. Donc, dans la musique populaire, les paramètres qu'on appelle abstraits vont habituellement être construits sous la forme de répétitions de patrons assez simples. Donc, on va avoir, par exemple, la forme, qui est l'enchaînement des sections de la chanson, qui va être super défini. Ça va être basé sur l'alternance de couplets-refrains. On va avoir l'harmonie, qui est la combinaison des accords, qui est construite aussi sur la répétition et la variation de blocs d'accords. Puis, en fait, pour construire leurs accords, on est toujours dans l'harmonie. Les musiciens populaires, et ça, c'est depuis les Beatles, en fait, emploient surtout ce qu'on appelle les gammes modales. On appelle ça aussi les modes d'église parce qu'ils ont été développés durant le Moyen Âge et réutilisés par les compositeurs de musique classique. Et en fait, pour donner un exemple de gamme modale, là, c'est beaucoup les gammes qu'on entendrait, la sonorité
qu'on entendrait dans le chant grégorien. Hein? Donc, c'est constitué, par exemple, ça comprend les gammes modales 7 modes qui correspondent en fait aux touches blanches d'un piano. OK? Pour donner un exemple. C'est sûr que sur un octave, là, sur un octave. Exact. Donc, j'ai malheureusement pas la possibilité d'aller plus loin que ça, là, à moins que tu aies quelque chose à rajouter vite sur la construction des modes. Non, en fait, l'essentiel à comprendre de ça, c'est que la musique populaire a vraiment emprunté à la musique, tu sais, classique d'église, puis tout, puis que, tu sais, ça l'a eu... En tant qu'historien, je veux dire, t'as beau être anti-chrétien, là, l'Église a rythmé la vie au Moyen-Âge. La vie musicale, beaucoup aussi. Là. Que t'aimes ou pas l'Église, t'as pas le choix de reconnaître cette espèce d'implication-là puis d'héritage qu'il y a eu. Fait que ça s'est transposé dans la musique populaire. Puis, le métal étant un sous-genre de ça, fait pas exception puis utilise aussi ça, en fait. Là. Puis, tu sais, chaque mode a une couleur différente. On a des modes qui ont des couleurs qui vont être majeures. Il y a des modes qui vont avoir des couleurs mineures, donc qui vont avoir une connotation plus nostalgique, on va dire. Puis évidemment, la musique métal va puiser davantage dans les modes mineurs. Donc, on peut penser... Sauf le power metal. Ouais, exact. Donc, il y a des modes vraiment, on va dire typiques. Là. Le mode lydien, là, c'est le mode en La, qui est super utilisé. Le dorien, il est utilisé beaucoup. Ensuite, bref, il y a plusieurs... le do puis le La, ne serait-ce que do, t'as notre première note de la gamme. Puis, tu sais, le do majeur, la mineure, je veux dire, c'est complémentaire. Fait puis l'oreille aime ça, là, c'est utilisé dans plein de musique occidentale, en fait. Ouais, je veux juste faire une petite correction. Je ne sais plus si j'ai dit lydien pour là, mais c'est éolien. Là. Je veux pas que... je veux être sûre de dire la bonne affaire. Lydien, c'est le mode de Fa, puis c'est super... c'est un mode super joyeux qui est utilisé dans la grosse pop, là. Donc, pas vraiment dans la musique métal. Peut-être dans Death Heaven, là, mais pas dans Gorgoroth. Hein? On va dire ça de même. Ouais. OK. Donc, pour revenir un peu plus aux autres éléments des paramètres abstraits, on a aussi la mélodie qui est construite sous forme de riff. C'est en fait des motifs, on peut dire des motifs mélodico-rythmiques qui sont répétés en boucle. Donc, tous ces éléments-là, ça constitue un peu l'ossature d'une chanson dans la musique populaire. Pour ce qui est du black metal, on remarque principalement que pour ce qui est de la forme, donc l'alternance des sections dans la chanson, on n'est pas tant dans une forme couplet-refrain. Oui, on la retrouve, mais on appelle plus ça une forme multisectionnelle parce qu'on a l'alternance de plusieurs sections qui ne vont pas nécessairement se répéter. Des fois oui, des fois non. C'est pas... Ça dépend des groupes. Aussi, tout à fait. Il y a des groupes qui vont vraiment plus utiliser cette manière-là de construire leurs chansons. Puis il y en a d'autres qui vont vraiment aller plus, on va dire, j'aurais presque envie de dire une forme qui rappelle la musique progressive. Là. Donc, qui va un peu plus dans plein de directions. Là. Puis, donc, pour ce qui est des riffs puis des répétitions de blocs d'accords, on remarque beaucoup que dans le black metal, on va dire que le rythme harmonique est lent. Donc, les changements d'accords vont être lents. Les riffs, encore une fois, c'est pas pour tous les groupes, là, mais on parle en général, les riffs sont, vu qu'ils sont en tremolo picking, les notes vont durer plus longtemps, donc la mélodie va être étirée dans le temps, si on peut dire. Donc, ça, je suis moyennement d'accord. Je sentais. Ça se fait en masse, jouer en double croche à 200 au clic, là. Tu peux même faire des bouts en triple croche, là, certaines sections. Oui, c'est certain. Mais en tout cas, c'est parce qu'en même temps, ça dépend, parce qu'il y a comme... pas deux écoles
Là, PY va rire avec deux écoles de pensée, mais tu sais, t'as le black metal très inspiré du death, qui est très rapide, très Oui, rentre-dedans, tu sais, genre effectivement. Shooter, ces bands-là. Tu sais, puis t'as un black metal plus atmosphérique, planant, ambiant, que oui, effectivement, ça va être plus long, puis tu sais, ça va s'installer, puis ça va être des build-up souvent. Oui, Tu sais, tout un à riff fait. peut se faire sur 2 minutes, c'est le build-up. Dans du Marduk, t'as pas ça, là. C'est comme. Ben, en tout cas, les nouveaux. En tout cas, on parlera pas des nouveaux albums. Parlons des bons albums de Marduk. Ça rentre au poste, c'est comme. C'est une taloche à gueule après l'autre, là. Tu sais, Oui, tu as tout à fait, fait raison. ça dépend des styles de black metal. Mais effectivement, le tremolo picking, à un moment donné, il faut que tu le rentres dans tes captants. Il y a une limite. On est des humains, là. Il y a une limite à ce que tu peux monter comme BPM. Oui, oui, tout à fait. Là. Euh, Hmm. j'abonde dans le même sens que toi. euh, C'était mes 2 scènes. oui. Mais il y a quand même un élément qui est assez intéressant sur le niveau de l'harmonie. Puis c'est un peu... en fait, il y a un musicologue qui s'appelle Béranger Hainaut, qui est un Français, et qui a vraiment travaillé beaucoup, beaucoup sur justement le type d'accords, les types de progression d'accords qui sont utilisés dans le black metal, qui a écrit d'ailleurs un livre sur, pas juste sur ça, là, mais sur les éléments constitutifs du black metal, qui s'appelle le style black metal. OK. Je donnerai la référence de ça. Puis en fait, OK. pour revenir aux progressions d'accords, il appelle ça, en fait, l'harmonie médiantique, le type d'accord utilisé dans le black metal. C'est pas juste dans le black metal que c'est utilisé, c'est aussi utilisé dans la musique de film. Mais le black metal va aussi l'utiliser. Et puis, ça fait référence comment qu'on peut dire, à l'assemblage d'accords qui semblent pas aller ensemble. Deux accords qui appartiennent à, mettons, un contexte modal différent, qui vont pas bien ensemble, mais qui sont superposés un à côté de l'autre pour des fins expressives. OK? OK. Donc, c'est souvent constitué de deux accords qui vont être situés à distance de tierces, donc à distance de 3 notes. Puis, comme j'ai dit, ça donne un effet d'étrangeté. On peut penser, par exemple, au compositeur, c'est John Williams, je pense, qui a composé la musique de Star Wars. Il me semble que j'ai un petit blanc. Il me là. semble que c'est lui, oui. Oui, bon. On entend dans la marche de Dark Vador cette espèce de deux accords qui se chevauchent un à côté de l'autre et qui ne semblent pas justement appartenir au même contexte tonal. Donc, ça donne justement cette impression-là d'inquiétude, si on peut dire. Et puis ça, c'est réutilisé énormément dans le black metal. Ben, c'est comme le fameux demi-ton, là, tu sais, que... Ouais. Tu sais, Ou le à triton. l'oreille, ça sonne mal, sauf que, justement, le fait que ça a tellement été utilisé... Ben, pas que ça sonne mal, mais ça crée une tension pour l'oreille parce que c'est un intervalle qu'on n'est pas habitué d'entendre puis qui n'est pas doux à l'oreille. Ce qui fait que quand tu utilises ça, notamment, tu sais, les bands qui utilisent des gammes chromatiques, tu sais, je veux pas trop rentrer dans la théorie parce qu'on va perdre tout le monde, là, mais c'est le genre d'affaire que, effectivement, c'est utilisé. Les tritons, même affaire, c'est utilisé dans le black metal, puis c'est pas tant utilisé. C'est pas utilisé de ce que j'en sais dans le power metal, un triton, là. Peut-être, là, mais... Sauf le clavier, mais... C'est pas tant, là. En tout cas, c'est ça. Fait que, c'est ça, sans tomber trop dans la théorie, là. Ouais. La particularité de ça, en fait, c'est quoi? Ben, c'est justement que c'est des successions d'accords qui ne semblent pas appartenir au même mode, aux mêmes séries de notes, et qui sont jouées en alternance. Donc, comme dans une séquence, on va dire, pendulaire, là, ils vont être joués un après l'autre plusieurs fois. C'est ça ça donne, comme j'ai dit, là, un effet d'étrangeté, un effet... Parfait. Parce que c'est ça, c'est un effet d'étrangeté parce qu'on ne comprend pas. L'oreille a de la misère à comprendre où est-ce que la note s'en va, à cause qu'on est habitué, nous, en tant que
qu'auditeur de musique, on va dire, on est habitué on s'attend à ce que la note aille à quelque part, puis elle va pas à cet endroit-là. Ouais. J'essaie vraiment de vulgariser au max présentement, là. Mais ça, c'est un héritage. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais ça, c'est un héritage de notre culture parce qu'en Ben fait, oui, notre oreille est formée à entendre justement la musique populaire au sens large. Là. Puis ça inclut ce que vous entendez dans votre char à radio, ce que tu entends à la pharmacie pendant que tu attends tes pilules, ce que tu entends à l'épicerie. C'est comme notre oreille entend des intervalles qui sont familiers, comme la tierce puis la quinte, que tu sais, c'est réconfortant. Là. ouais. Puis là, tu sais, t'as des intervalles, genre la carte, que c'est comme, hi, tu sais, que tu sais, t'entends pas nécessairement. Non, mais tu sais, la carte étant la quatrième note de la gamme, là, bref. Tout ça pour dire que c'est le genre d'affaire que quand c'est utilisé, puis que pendant des années, ton oreille a entendu plein d'autres tunes avec des intervalles plus doux, ben c'est sûr que c'est là qu'est l'effet de tension, tu sais, Ouais, à l'audition. tout à Mais fait. bref, parlant d'audition, tu nous as sorti 2 extraits, Oui, tout à j'imagine, fait. pour imager Oui. la patente. Donc, le premier Yes. extrait, c'est l'introduction de la chanson Ein Wind auf Sorg de Dark Throne. Désolé pour mon norvégien. C'était sur On les l'album salue. Panzerfaust. Et en fait, on entend dès le début de la chanson une alternance entre les accords de Fa mineur et La mineur. Et l'autre extrait, c'est encore une fois le début d'une chanson, c'est Teeth Grinding de Gorgoroth sur l'album Twilight of the Idols. Et là, c'est un intervalle, on entend une alternance entre l'accord de Ré mineur et de Fa dièse mineur. On s'en va entendre ça. Good. Et donc, sur ces 2 extraits, on arrive principalement à ta conclusion de cette Oui. chronique-ci. Donc, Yes, là, tu voulais nous parler de l'axe idéologique. oui, ben en fait, je veux juste faire un petit wrap-up sur ce que j'ai présenté parce qu'en fait, les caractéristiques musicales qui sont utilisées dans le black metal reflètent aussi les valeurs, l'idéologie qui est véhiculée. C'est juste pour comme remettre tout ça en contexte. Donc, quand j'avais parlé de l'axe idéologique, il y a 2 épisodes, j'avais parlé de l'idéalisation de la nature et le rejet de la société contemporaine. J'avais parlé de vraiment, ben pas l'idéalisation de la nature, mais l'idéalisation du passé, désolé. Et tout ça, ça se reflète dans les caractéristiques musicales. Le but, c'est toujours d'insuffler à la musique une atmosphère glaciale et étrange pour refléter ces 2 valeurs-là et pour transgresser les usages, pour présenter un peu un retour aux sources. Donc, les groupes, pour ça, pour arriver à ça, vont utiliser plein de stratégies, comme l'utilisation de la voix suraiguë, qui va justement avoir l'effet glacial, étrange, l'incorporation de l'harmonie médiantique, le retrait de grandes variations rythmiques, l'utilisation de l'esthétique lo-fi. Donc, tous ces éléments-là répondent aux valeurs, à l'idéologie qui veut le transmettre, là. Excellent. Ben, un gros merci. Puis, sur ça, nous autres, on va se redonner rendez-vous pour développer tout ça. Oui. Le prochain segment, ça va être vite comme ça. Ça va être le thème, ça va être quoi? Et je pense que là, on est rendu à parler du métal noir québécois. Qu'est-ce que t'en dis? Yeah! Ben, c'est bon. Fait que soyez là pour une prochaine chronique. Il y a plein d'autres albums qui vont sortir d'ici là. Fait que sur ça, merci beaucoup, Meira, puis à la prochaine. Merci, salut. Et c'est donc ce qui conclut les pérégrinations métalliques pour cet épisode-ci. Et là, je vous avais parlé au début du show du fait que les 2 chansons de cette semaine étaient des pièces tirées de projets auxquels collabore Atroce, un de mes bons potes. Donc, premièrement, je le salue. Deuxièmement, je vais y aller avec... en fait, il y a aussi Equinox, qui est un musicien qui est assez connu dans la scène black metal québécoise, qui est là depuis longtemps, qui a collaboré à plein de projets. Et là, en fait, Equinox a démarré un nouveau projet dans lequel Atroce est venu prêter main forte au micro. Et
bon, pour le drum, je sais pas si c'est. Je sais pas qui a fait le drum, mais pour ce qui est du reste, c'est Equinox qui performe dans ce nouveau projet-là. Ça s'appelle Mortiferous et le nouvel album va sortir. Ben, c'est pas encore sorti de ce que j'ai compris. Ça s'appelle Necromancer Awakens et la pièce qu'on va entendre, ça s'appelle Frozen Dominations Untamed. Avertissement. Ars Macabra est une émission axée sur la musique et la sous-culture métallique qui se veut totalement libre, sans filtre ni censure. Je veux vous poser la question de la semaine. Oui. Chose que j'allais oublier. Évidemment, la thématique, c'est armes. On vous demande cette semaine sur la page d'Ars Macabra, quelle est votre arme médiévale favorite? Toi, un ours, ça serait quoi? Ben, moi, l'idée qui m'est restée dans la tête, c'était la technique cinématographique de renverser un chaudron avec de l'huile, genre sur Avec une flèche en feu dedans pour que tout... Ah ouais, hey, c'est bon ça. Ouais. Ali-toi, moi, avec un arbalète, on pognait quelqu'un qui a un lighter. Ça va marcher, notre affaire. Ça va être malade. Un lighter. Un lighter médiéval. OK. Bref, deux Je vais aller roches. chercher... Je vais aller chercher une roche. Ars Macabra, tous les mercredis de 20h à 22h sur les ondes de CJMD 96.9. Et vous êtes toujours à l'écoute du Souterrain, épisode 27. Et là, ben, j'avais parlé en début de show du fait que Quentin serait là pour un conte du Soupirail. Et là, cette semaine, on s'en va entendre en fait un conte qui vient du sud de la Corse et qui traite notamment du rapport assez solide qu'ont les Corses avec leurs morts. Donc, il y a vraiment une question de respect envers les morts dans la société corse. Et ici, ben, en fait, on va rencontrer la Squadra d'Arosa, qui se trouve à être un peu l'équivalent de ben, la Mesnée et le Quin en France. En anglais, c'est le Wild Hunt. En français, c'est en québécois, en fait, c'est la chasse-galerie. Donc, c'est un cortège mortuaire de damnés qui apparaît au vivant. Et là, ben, c'est la version, vous comprendrez, corse de cette légende-là. Donc, sans plus tarder, on ouvre ça pour le conte du Soupirail. La bourrasque des morts. Dans le midi de la Corse, il y avait un vendeur de châtaignes, le plus riche du village. Et au matin du jour des morts, il devait, comme chaque année, aller vendre ses châtaignes au marché qui se déballait à Sartène. Alors, comme font tous les vendeurs de châtaignes, il a rempli de châtaignes ses grands sacs de marchands, et il les a posés devant la porte. Ça serait prêt pour le lendemain. Et il est allé se coucher. À ce vendeur de châtaignes, depuis son enfance, on lui avait tout raconté sur les collines, les ravins, les sommets du sud de la Corse, dans l'au-delà des monts. On lui avait raconté comment certaines femmes édentées soignent bien mieux les enfants que les médecins. On lui avait raconté tout ce que les curés corses savent de plus que dans le reste du monde. On lui avait raconté que, quand on vend une vache, il faut lui arracher quelques poils de la queue et les lancer au milieu du troupeau, sinon tout le troupeau aurait la peste une fois la vache vendue. Il savait tout ça, comme sa femme, mais c'est pas parce qu'on sait qu'on n'oublie pas. Parce que ce soir-là, à la veille du jour des morts, le plus riche marchand du village et sa femme, ils sont allés au fond de leur lit sans rien faire pour les morts. Les premiers vertiges du sommeil commençaient à leur venir quand un grand vent est descendu au galop des hauteurs. Il est venu lécher les murs de la maison comme une langue qui cherche à serrer un os. Râle et vent, ils étaient habitués, mais ce vent-là, il leur a répandu de la sueur froide sur tout le corps.
Nulle part ailleurs elle ne soufflait la bourrasque des morts, et elle gémissait la bourrasque des morts, elle crachait la peste en malédiction dans les craquements du bois des murs. Maudit, maudit sois-tu! Maudite ta femme et les enfants qui en sortent, maudit le marchand, maudit du souffle et de la chair, maudit! Et il pleuvait à grands sanglots de damnation dehors. Si elle remuait ces murs-là, et si elle faisait craquer ces fenêtres-là à la soufflée des défunts, c'était parce que... « Oh, mon homme, a dit la femme, dis-moi que tu as bien mis les vases au balcon. » J'ai oublié, sang du Christ, j'ai oublié les vases des morts. Et il s'est levé aussitôt, et il est tombé, il a couru en se relevant, et il est tombé encore. C'était la tempête et la panique qui lui faisaient trembler les jambes, en courant pour mettre aux fenêtres des vases remplis à ras-bord de l'eau du pluie pour que les âmes y boivent et y lavent les péchés de leur vie. Mais c'était trop tard. Les grands bras venteux des morts ont renversé par terre l'eau qu'ils avaient dû réclamer par blasphème. Les vases se sont brisés dans la tornade, et les coups des damnés ont continué de battre la pauvre demeure du marchand à grands coups de peur. On entendait de moins en moins les voix et les menaces et les malédictions, comme si les eaux répandues dans la boue avaient calmé les défunts, mais le vent, mais la pluie, mais la bourrasque des morts étaient toujours sur eux. Et la nuit a passé comme ça, de ventement en craquement, comme une grande angoisse qui dansait au dehors. Mais quand il a sonné 3 heures au clocher de la nuit, le marchand a pris tout son souffle pour se lever et partir pour Sartène. C'était l'heure, il pouvait plus attendre. Sinon, il arriverait trop tard, et il avait déjà été trop tard cette nuit-là, inutile de recommencer avec les vivants. Mais tu n'entends donc pas la tempête ? Sa femme lui a dit, la bourrasque des morts, elle nous vient encore dessus. Il va t'arriver un malheur si tu sors dedans. Oui, mais il n'y avait pas le choix. Et puis son cheval était logé à l'écart du village. Plus vite il partirait, plus vite il le retrouverait, et ensuite la route irait toute seule. Alors le marchand a chargé ses sacs sur son dos. Il a posé la main sur la poignée de sa porte. Il ne savait pas s'il devait la faire grincer à plein bruit pour impressionner les morts, ou s'il devait tâcher de ne pas se faire entendre. Il a décidé qu'il sortirait de chez lui comme il est toujours sorti. De toute façon, on ne sait jamais quoi faire avec les damnés. Il a tourné la poignée, il a ouvert la porte et il a posé un pied dehors, sur les graviers secs et frais, comme si jamais rien n'était descendu des hauteurs. Ni pluie de larmes, ni vent de fureur. La nuit était sèche, étrangement sèche, comme si elle retenait son souffle. Bah, les morts étaient peut-être repartis en emportant leur colère avec eux. Après tout, 3 heures de la nuit, c'est l'heure du jour où notre Seigneur a été crucifié. Et voilà notre marchand qui part, le dos chargé de châtaignes, d'un pas qui a toujours été le sien dans les sentiers des dernières heures de sa nuitée maudite. Mais il restait encore quelques heures aux morts de Corse pour se venger de l'oubli des vivants. Le marchand avait à peine passé la croisée du chemin qui mène à son cheval qu'il a senti qu'il n'était plus seul. Du sentier qui mène à Guifari et qui longe un ruisseau, il a entendu murmurer, chuinter, mâcher, en un vieux corse d'un accent passé et qui gémissait. Et puis il a entendu des pas, comme des tambours, et il a vu une lumière jaunâtre qui tombait en brume empoisonnée sur les pierres. Cette lumière-là, elle tremblait comme les cierges qui la portaient. Et les cierges tremblaient eux aussi, au bout de bras maigres, osseux d'avoir séjourné dans les tombes, sur de grands corps drapés de blanc et de capuchons pâles, collés à la chair des morts par pourriture. Du sentier de Guifari s'en venait la squadra da Rozza, la cohorte des morts dans leur linceul. Ils avaient traversé le ruisseau, leurs draps mortuaires leur collaient sur leurs jambes osseuses, et les bourrasques faisaient claquer leurs capuchons de moisissure. Il y en avait qui boitaient, d'autres qui marchaient avec des pas à vous écraser les pierres. Il y en avait des voûtés, des tordus comme des ruines, et d'autres bien droits comme des prêtres au sermon. Mais tous
tous les morts étaient venus d'Akulandi, de l'au-delà. Et tous, ils portaient à la main gauche un long cierge jauni par le séjour au tombeau, et qui crachait une flamme à faire vomir l'automne. Et sous leur capuche, dans le noir de leur face, il y avait bien des regards qui interdisaient au marchand de continuer à marcher vers son cheval en cette nuit trop précieuse pour les morts. Encore une bourrasque, et tous ces morts de la Squadra da Rozza ont entouré le marchand, comme si le vent les avait poussés là, comme des feuilles mortes. Et le défunt le plus bossu, le plus courbé, au linceul en lambeaux qui traînait par terre, celui qui pourtant était en tête du cortège et se tenait devant le marchand, ce mort plus mort que la mort. Il a levé le bras gauche en tremblant, en laissant couler de la cire crasseuse sur ses os de doigts. Et au marchand, il a dit entre les vers de sa bouche « Tiens !» Mais le marchand, il n'a pas pu bouger. Oui, mais soudain, ses sacs de châtaignes lui paraissaient lourds, écrasants. « Tiens, prends !» Et les autres ont crié « Prends, marchand, prends le cierge qui éclaire les tombes des ancêtres. Tiens, prends !» Alors le marchand a lâché ses sacs, et il a pressé dans sa main gauche la cire humide et tiède du pays des morts. La Squadra da Rozza a hurlé « Maudit, maudit de souffle et de chair, maudit le marchand !» Et avant que ces châtaignes n'aient toutes roulé sur le chemin de Guifari jusqu'au ruisseau, le marchand était seul dans la nuit des damnés, avec dans la main gauche un bras nu et tranché, qui ne pouvait être que celui d'un enfant. Dans un sursaut, il a tendu son bras à lui vers les bois, mais ses doigts ne voulaient pas ni ne pouvaient pas lâcher le morceau de charogne. Il a voulu le lancer, il s'est penché pour l'écraser sous sa botte, il l'a frappé, et son poing fermé avec, il a frappé contre les arbres, mais sa vie ne voulait pas lâcher la mort. Impossible d'ouvrir les doigts. Depuis son enfance, on lui avait tout raconté des collines, des ravins et des sommets du sud de la Corse, dans l'au-delà des monts. On lui avait dit qu'en passant devant un cimetière, il fallait jeter une pierre pour se protéger des morts. On lui avait dit qu'il ne fallait jamais rien donner en rêve, car c'était donner son âme. Mais personne ne lui avait dit comment se débarrasser de ce que donnent les morts. Et comme les curés de Corse savent plus de choses que dans le reste du monde, le marchand a décidé, là, dans les dernières heures de la nuit, d'aller trouver son curé et de lui montrer ce que cette nuit lui avait offert à lui qui ne lui avait rien donné à cette nuit. Il a couru comme un diable, porté par les vents sur les chemins, en trébuchant même sur les racines qu'il connaissait par cœur, jusqu'au cœur du village, jusqu'au presbytère, la pauvre masure au dos de l'église, où le curé venait de se réveiller. Il s'est jeté contre la porte, le marchand, et il a frappé du bras d'enfant sur le bois. Au curé qui lui a ouvert et qui l'a emmené dans la sacristie de l'église, il a tout raconté. Les vases oubliés, les cris, les malédictions, la bourrasque des morts, et puis leur cortège qui passe le ruisseau pour lui donner, par le plus putréfié des défunts, un cierge qui n'était qu'un bras de petit mort et qu'il ne peut plus lâcher désormais. Comme en rêve on ne donne rien aux morts, mon fils. Il ne faut jamais rien prendre aux morts dans ce monde. Les nuits de ce monde sont les rêves des morts. Maintenant écoute, je sais peut-être te faire lâcher ce bras d'enfant. Tu n'auras besoin que de ton foyer pour le faire, mais il te faudra 3 nuits pour y parvenir. Écoute. Et le marchand a écouté. Dans l'aube du jour des morts, le marchand a beaucoup prié devant l'autel de son église, allongé sur la pierre, avec le bras moisi dans son poing. Et puis, il est rentré chez lui. Il n'a rien caché à sa femme. Elle a beaucoup murmuré pour sauver le foyer des nuits à venir. Ensemble, ils ont porté autant de bois que possible près de leur âtre. Et par les fagots du marchand, le bras du petit mort se couvrait d'échardes. Aux dernières lueurs du jour, ils ont verrouillé leurs portes et leurs fenêtres, et les coups de leurs marteaux qui y clouaient des planches répondaient aux premiers hurlements de la bourrasque des morts qui leur revenaient dessus depuis les hauteurs.
Sous toutes les fenêtres du marchand, les défunts sont revenus hurler, pleurer, gémir, maudire. Leurs ongles devant grattaient les carreaux, et des voix qui semblaient sourire lui racontaient en murmurant ou en tonnant toutes les façons les plus affreuses de mourir maudits. Et entre leurs menaces, ils ont exigé que leur soit rendu le bras de leur fils avec l'âme de son porteur. Toutes les cloches de toutes les églises du canton ont sonné le glas, mais sa femme priait. Et lui ne répondait à rien de ce que hurlaient les morts. Il a tenu le feu ardent dans son foyer toute la nuit durant, et c'était la première nuit. Le soir suivant, les cadavres enroulés dans leurs bourrasques sont redescendus sur lui, et sous ses fenêtres, ils ont donné du poing pour briser les vitres, et ils se coupaient leur langue bleue en léchant les éclats. Ils ont craché leur sang noir en mollard glacial dans la maison du marchand, et ils ont hurlé « Maudit, maudit sois-tu, maudit ta femme, et les enfants qui en sortent, et maudit le marchand, maudit du souffle et de la chair, maudit, rends-nous le bras de notre fils, et ton âme avec lui. » Toutes les cloches de toutes les églises du canton ont sonné le glas, mais sa femme priait, et lui ne répondait à rien de ce que crachaient les morts. Il a tenu le feu ardent dans son foyer toute la nuit durant, et c'était la deuxième nuit. Au soir suivant, les morts sont descendus en boitant, en rampant, en courant, le cierge des tombes au poing, en suivant les grands vents. Ils se sont jetés sur tous les murs de la maison du marchand, et ils ont passé leurs bras en travers des fenêtres et des planches. Ils ont montré de leurs doigts osseux et boueux le bras du mort que le pauvre homme tenait encore sans pouvoir le lâcher. Mais de son autre bras, le marchand maudit par la Squadra da Rozza prenait dans son foyer les braises encore vives du feu des dernières nuits, tenues rouges et brûlantes par la peur. Avec une pelle de fer, il les a jetées sur les défunts qui hurlaient comme des pies et des corbeaux. Leur suaire fumait ou prenait feu, et ils se cognaient contre la pierre des murs en crachant leur sang et leur colère. Lorsque chaque mort a reçu sa braise, le marchand a logé dans sa pelle ce qui restait de braise dans la cheminée, et il a ordonné à sa femme de laisser entrer l'armée des furieux trépassés. Sa femme est allée arracher les planches de la porte, elle a ouvert la porte, elle s'est cachée derrière pendant que tous les morts, tous, avec leurs cierges et leurs linceuls en cendres, tous, ils pénétraient la demeure en rampant, en boitant, en se tirant les os et en s'agrippant aux épaules des moins tordus. Tous, ils bavaient leur fureur en malédiction et en glaire de terre et de pourriture. Le premier mort allait saisir le marchand, mais lorsque le dernier des morts est passé par la porte en s'écroulant parmi les siens, le marchand leur a jeté à la face le reste des braises ardentes et le bras de l'enfant des cadavres que ses doigts, enfin, pouvaient lâcher. Après 3 nuits de rage, aux odeurs de tombeaux et au son des glas du pays, la Squadra da Rozza s'en est retournée d'Aculandi, où ils demeurent et d'où ils viennent en passant les ruisseaux pour hurler sur les vivants et pour se venger d'eux. Ce matin-là, la Squadra da Rozza a disparu de la maison du marchand en laissant derrière elle les empreintes de pieds nus et gorgés d'eau et de cendres, et en emportant le bras de l'enfant des cimetières. Le marchand s'est juré de ne plus jamais oublier l'offrande de l'eau à la veille du jour des morts. Il n'a jamais eu le temps de le prouver. Avant que la Noël sonne aux cloches du canton, on l'a retrouvé mort et tout bleu dans le ruisseau près du sentier qui mène à Guifari. Et quoi, vous pensiez que la Squadra da Rozza lui avait pardonné si facilement son offense aux ancêtres? Maudit soit celui qui oublie de donner de l'eau aux morts. Maudit soit-il, maudite sa femme et les enfants qui en sortent, maudit du souffle et de la chair, maudit, maudit. La bourrasque des morts, conte corse, recueilli à Olmiccia en 1882, dans Contes de l'île de Corse, Ortoli.
merci à Quentin qui, encore une fois, répond présent pour le compte du Soupirail malgré la distance. Et là, ben, avant d'aller à la prochaine chronique, on va aller au bloc musical avec un groupe qui est originaire de Montréal. Ça s'appelle Starlight Ritual. Ils ont sorti un premier album, je crois c'est en juin, c'est le 2 juin dernier, qui s'appelle Sealed in Starlight, après 2 mini-albums qui sont parus en 2015 et 2016. Et là, ben, la pièce que j'ai choisie s'appelle Civilization Lost, qui était sur le premier EP du band. Et là, ben, ça a été, vous comprendrez, réenregistré. Donc, un excellent album qui est disponible notamment sur Temple of Mystery Record. Donc, salutations à Annick si jamais elle nous écoute. Donc, on s'en va entendre ça à l'instant. Portez attention sur l'autre guide. C'est vraiment à chier à terre, comme on dit au Lac-Saint-Jean. Donc, on vous revient juste après ça. Et c'était Civilization Lost de Starlight Ritual. Et là, ben, nous autres, on s'en va avec le dernier droit pour la dernière chronique de cet épisode-ci. On va aller jaser à PY qui est submergé par la nouveauté. Salut PY, comment ça va? Ça va très bien. Je suis vraiment content de revenir. Ça fait longtemps que j'avais pas TP, puis ça n'a pas été un été de tout repos avec le théâtre, les vacances, puis tout, mais j'ai quand même continué à découvrir de la musique, puis j'espère que mes 3 sélections d'aujourd'hui vont plaire à tout aux 450 000 auditeurs. Yes, on les salue. Et là, on va y aller avec ton premier choix pour ce mois-ci, c'est Sanctuaire. Oui, alors on va parler évidemment de Sanctuaire qui a sorti Spectre de Monde Passé. Sanctuaire se décrit comme étant du black metal mélodique et fougueux. J'ai trouvé que c'était une belle description, en fait. L'album est sorti le 23 juillet 2021, évidemment. Il est disponible sur Bandcamp à environ 7 $. J'avais plus le chiffre exact, mais environ 7 $. Et il y a un CD qui est sorti via Tour de Garde et les productions hérétiques. Il en reste tout le temps. Fait que si ça vous intéresse, allez le chercher. Excellent. Pour ceux qui ne connaissent pas Sanctuaire, ben Sanctuaire, ça vient de la ville de Québec, en tout cas, du coin de Québec. C'est un projet qui est piloté par un gars que les gens de la scène locale connaissent pas mal. C'est piloté par Monarch, qui a fait Drave, il a fait Monarch et il a aussi fait récemment Cimérion, un projet de Dungeon Synth, dont ma chronique vient de sortir sur Ars Media QC. Yes! Et Sanctuaire, ça existe depuis 2014. Et c'est ça, l'album qu'on va parler présentement, c'est... on pourrait le qualifier de second album métal de Sanctuaire. Parce que Sanctuaire aussi a un penchant qui va vers la musique ambiante. Fait que toutes les autres sorties, c'est de la musique ambiante. Mais Spectre de Monde Passé, c'est le successeur du premier album métal de Sanctuaire. Une couple de faits intéressants que j'ai trouvé dans cette sortie-là. Premièrement, le drum est joué par Atros, qui est un des amis de Monarch, qui joue avec lui dans Déliquescence, Sacre Noir aussi, évidemment Forteresse. Les paroles de la chanson Le sang et la sève ont été composées par Blanc-Feu, de Cantique lépreux et tous les autres projets qu'on connaît à peine. Et cet album-là a été composé, ça j'ai trouvé ça intéressant, parce que on dirait que à chaque fois que Sanctuaire sortait un CD, en tout cas un effort ambiant, le monde était comme quand est-ce que le prochain Sanctuaire métal s'en vient? Puis là, le monde, il chialait un peu là-dessus. Mais cet album-là a été composé, enregistré et mixé de 2017 à 2021. Fait que tu sais, c'est un travail de longue haleine et il vient justement d'en accoucher. Là. C'est ça, le 23 juillet, là, c'est quand même... somme toute récent, là. C'est un album qui n'a même pas 2 mois. Là. Non, c'est ça. Puis le CD est sorti un peu plus tard. Tu sais, la sortie des MP3, c'est pas fait en même temps que la sortie CD. Fait que les CD sont sortis à peu près début mi-août. Là. Fait que le mien est encore emballé. J'ai même pas le temps de le déballer. OK.
Au niveau musical, personnellement, je suis quand même très satisfait de ce que j'ai entendu. Premièrement, le son est pas crasse. Lui, il le décrit comme étant garage. Là. Fait que, tu sais, c'est un peu sourd. Mais moi, personnellement, je suis un grand fan de musique de garde-robe. Mais tu sais, c'est un tout petit garde-robe. Tu sais, c'est comme voilé. Puis, en tout cas, le premier album Sanctuaire Metal était aussi un peu voilé. Lui, il est peut-être un petit peu plus, mais personnellement, je trouve que ça fait une ambiance un peu plus vaporeuse, mystérieuse. Ben moi, je dirais brume. Ouais. Ça sonne un peu brumeux. Tu sais, c'est... Et là, on arrive à l'automne, mais non, ça ne sonne pas brume d'automne. OK. Mais moi, le son... Ben, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un son un peu brumeux dans le sens où il y a tout le temps comme un instrument ou un élément genre qui ressort du lot. Puis là, ben, je sais pas, il y a une passe d'orgue, mettons, qui vient rembarquer. Puis là, tu sais, ça s'alterne. Mettons, ce que tu entends, principalement, là, ça s'alterne dans les divers instruments, puis la voix, puis tout ça. Ce qui me fait dire que c'est brumeux, parce que c'est pas tant un son clair, défini. Tu sais, on est vraiment dans une grosse pâte sonore, là. C'est ça. Puis c'est pas, comme tu dis souvent dans mes chroniques, c'est pas boomy, comme du Revenant Marquis, où ce que t'entends absolument rien sauf le drum. Non, effectivement. La balance est quand même là, mais oui, c'est entouré de toute cette fumée-là, qu'on dira, que je trouve que ça amène un effet un peu plus mystique, là, parce que de la manière que j'aime décrire cet album-là, c'est qu'on dirait que c'est une grande aventure, puis chaque chanson est comme un bout d'histoire qui est raconté, tu sais. Puis on entend très bien la voix, on entend les paroles, c'est facile à discerner, fait que tu sais, c'est intéressant pour ça aussi. C'est pas juste du criage, là, c'est vraiment comme... comme un raconteur, je pense. Il y a beaucoup de... bruitage qui a été aussi incorporé dans les chansons, puis ça amène une atmosphère particulière aussi, là. Ben, ça, c'était mon dernier point là-dessus, c'est que je trouve que Monarch a bien utilisé, probablement pas, je dirais pas l'expérience qu'il a faite avec tout le côté ambiant, mais il a réussi à bien mixer les deux. Fait que oui, il y a beaucoup d'ambiant, plus le black par-dessus, ce qui fait que je trouve que l'écoute est plus complète que pouvait l'être le premier album, qu'on dira métal, même si je déteste dire ça, parce que selon moi, Sanctuaire, c'est toutes les CD qui sont sorties. Ben oui, il n'y a pas un Sanctuaire black, puis il n'y a pas un Sanctuaire ambiant. Là. Je les écoute tous égaux. Là. Ça dépend du feeling et tout ça. Mais c'est ça. C'est vraiment... c'est comme si le tricotage était plus serré avec l'instauration de l'ambiant puis tout ça à travers les tunes. Excellent. Et là, moi, ma tune préférée, c'est Side-Garde Triomphale. Mais là, toi, pour ton extrait, tu as choisi une autre chanson que j'ai bien aimée. Qu'est-ce qu'on va entendre? On va aller écouter Le Chevalier au cœur glacé. Et c'était donc un extrait du dernier de Sanctuaire. Et là, on arrive à ton deuxième album de cette chronique-ci. Je te laisse le temps de prendre ta gorgée. Donc, c'est un split. Et là, en fait, les deux prochains albums, c'est deux splits. Ben oui, en fait, je pense que j'aurais quasiment pu faire une chronique thématique ce mois-ci avec que des splits, parce qu'il en sort un puis un autre, puis on va en reparler tantôt quand je vais faire le pedigree des bands qui ont fait des albums. On dirait que la mode est au split, et la mode est au split à 4 bands aussi de ce temps-là. Là. Ça, on en voit énormément. Mais il y a aussi une confrérie qui se développe, là, qu'on pourrait appeler des bands un peu plus pop black, là, mais ça, on regardera le débat pour plus tard. Alors, OK.
le deuxième album que je vous présente, ben, c'est le split entre Vampire Ska et Vampiric Rites, ou Vampiric Rites, dépendant comment vous voulez le prononcer, qui s'appelle The Drowning Void. C'est du black metal, c'est sorti le 9 juillet 2021. C'est sorti évidemment en digital sur Bandcamp. Sauf que petite nuance, normalement, le label sort le split au complet, mais oui, il l'a sorti à 6,66 €. Quel adon! Ben oui. Et chaque band l'a sorti chacun de son bord à 3 US et 2 US, dépendant de quel band vous allez voir. OK. Et là, c'est une très grosse production, je trouve. Ça a été sorti sur Inferno Profundus Records. Il y a un vinyle rouge qu'on ne sait pas le nombre de quantités. Il y a un vinyle noir qu'on ne sait pas le nombre de quantités. Le rouge est sold out. Il en reste un petit peu du noir. Il y a un tape limité à 50 copies, qui en a toujours, qui est en or. Un tape noir limité à 50 copies, qui est toujours dispo. Et un CD limité à 150 copies, qui est toujours dispo. Fait que là, t'es comme, c'est-tu une énorme sortie? Parce que ça fait quand même beaucoup de copies pour des bands un peu underground. Moi, tu vois, je trouve que c'est pas tant. 150 copies CD, c'est rien, là. Tu vends ça en pas long, là. Tu sais, le tape à 100 copies, OK, tu sais, c'est d'un standard. Mais 150 copies physiques d'un CD, moi, je trouve que c'est un petit tirage. Et plus les vinyles aussi, tu sais, qu'on sait pas comment il y en a. Il y a peut-être 200 vinyles. Fait que, tu sais. Mais bon, au moins, une affaire est sûre, c'est qu'il y en reste. Fait que si les gens aiment ça, ils peuvent s'en acheter. C'est pas le fameux sold out après 5 minutes parce qu'il y avait 12 copies. Là. Ça, on aime ça. Que ça soit pas, justement, sold out après 5 minutes, là. La rareté programmée, là, on chiale à chaque fois, mais asti que c'est de la merde, là. Ça, au moins, il faut le donner. Vous avez 3 formats. Prenez celui que vous voulez, tu sais. Ben, c'est ça. Puis on dirait que dans les derniers mois, c'était beaucoup ça, là, tu sais. Michel parlait de Poisonous Sorcery, de Décopé, de Appalachian Noise, mais toute cette gang-là sont... Ben, Poisonous, non, là. Mais Décopé, c'est en train de crever tranquillement. Appalachian, il fait plus rien. Sa shop est fermée. Il attend de faire de la distro de Décopé. Fait que, tu sais, la fin du modèle, je pense qu'on est pas mal dans les derniers 1000. On est dans la fin de la pandémie, mais on est dans la fin du modèle aussi. Ouais. OK. Pour revenir à nos moutons, Vampire Ska, ça vient des États-Unis. Et Vampiric Rites, ça vient de l'Équateur. Pour ce qui est de Vampire Ska, ça roule depuis 2019. Ils ont quand même été productifs, mais pas de glace garochée dans les murs. T'sais, un full, 4 splits, un démo. En tout cas, pas à se garrocher dans les murs. Je te mets au défi de composer rien qu'un split. Ouais, non, ben moi, ça va aller, là. Mais si on c'est compare... quand même une bonne production, là. Oui. Mais comme je te dis, on est tellement habitué que les bands, ils chient un album à tous les 2 semaines à cette heure qu'on fait comme ouais, ils ont juste fait 10 en 2 ans, c'est pas si pire. Ouais. Mais Hashtag non, Old Nick. Ouais. OK. Excuse, on vient à ça. Du côté de Vampiric Rites, ils sont nés aussi en 2019. Et eux autres, ils ont sorti 5 démos, un full, 7 splits, 4 EP et 2 singles pour un total de 19 sorties en 2 ans. OK. Ben écoute. Ben c'est ça. J'ai comme rien à dire, là. J'espère que c'est bon. Ben, c'est ça l'affaire avec ces 2 bands-là, c'est que oui, ils font partie d'un certain cercle de monde qui produisent beaucoup, sauf que c'est souvent pas de la cochonnerie. Ils ont été sur des splits avec des bandes de cochonnerie, mais eux autres, souvent, ils livrent la marchandise pareil. Okay. Le dernier petit fait intéressant sur Vampiric Rites, ils sont membres du cercle que je connais pas, en fait, qui s'appelle le Pure Raw Underground Metal Plague, avec plein d'autres bands underground qu'on ne connaît pas plus. Fait que ils veulent être underground et ils demeurent. Ben écoute, on les salue. On les souhaite. Au niveau musical, ce que je trouve intéressant de ce split-là, c'est que les 2 bands sont quand même assez différents. Vampire Ska est plus agressif. Il y a quand même beaucoup de malin là-dedans. Il y a certains moments plus calmes,
parce que les chansons sont extrêmement longues. Puis tu sais, j'ai regardé tantôt, là, les deux bands, c'est des bands qui font des tunes qui sont tout le temps extrêmement longues, du 6, du 7, du 8 minutes. Ouais. Fait qu'ils sont habitués d'en faire, puis ils savent comment ça marche. T'sais. Souvent, ils vont starter en Lyon, ils prennent un petit break dans le plein milieu, puis après ça, ils te ressaquent une claque d'en face pour la moitié de la toune. Fait que c'est un peu ce qui se passe au travers du split au complet. Mais ça, ce que tu parles là, c'est aussi signature de certains bands, là. Tu sais, puis puis c'est correct, tu sais, je veux dire, il y en a que c'est justement, c'est leur recette d'y aller avec de quoi qui bûche, un passage plus lent un peu, finir sans puissance, tu sais, c'est... Fait en même temps, moi, en tout cas, j'ai trouvé que ça a bien coulé, cette partie-là du split. Oui. Puis, je sais pas pour toi, mais Vampirska, moi, c'est ma partie préférée, là. Exactement, moi aussi, c'est ma partie préférée. Puis ce que j'aimais aussi, c'est qu'ils ont tous les deux pas la même façon de prendre des pauses pendant les tunes. Vampirska, ça va être un peu plus relax, ambiant, mettons. Puis Vampiric Rides, ils vont y aller avec des grands solos de git avec... c'est des solos de git un petit peu, avec une note aux 4 secondes, genre, là, qui... j'ai appelé ça la git qui agonise, là. Mais des deux côtés, j'aime bien le vocal, un peu moins que ce qu'on va parler tantôt, mais c'est ça. C'est un split de deux groupes qui s'assemblent bien, je trouve. Effectivement, mais moi, tu vois, j'ai vraiment plus accroché sa première partie que j'ai réécouté quand même souvent, là, puis j'ai délaissé l'autre partie à cause de ça. J'aimais bien... Pour Vampirska, j'aimais bien les beats de drum, les patterns de drum qui sont choisis. T'sais. Je trouve que c'est bien choisi, c'est efficace. Il y a certains riffs de git où justement, tu as une certaine dynamique, puis là, ça devient comme ça perce un peu plus dans le mix. Puis là, c'est que, OK, là, tu viens de le pogner, puis d'embarquer dans la tune. Je trouve, en tout cas, il y a quelque chose dans leur recette qui amène un petit hype à un moment donné dans la tune quand tu t'y attends pas, tu sais. Chose que le deuxième band, j'ai pas vraiment retrouvé. Puis ce qui fait que j'ai vraiment plus focusé sur le premier. Là. Ouais, puis ce que j'ai aimé aussi, ça me fait penser à ce que tu dis. Le split, c'est 2 tunes chaque. Là. Fait que tu sais, j'ai trouvé ça cool que c'est Vampirska qui font comme un rappel. La première tune commence avec une git un peu... En tout cas, je dirais peut-être pas désaccordée, là, mais elle revient au milieu de la toune. Fait que tu sais, t'as comme... Je confirme, là, elle est désaccordée. Là. T'as comme des attaches qui sont le fun. Un peu comme quand un humoriste fait un callback d'un ancien gag. Je sais que tu détestes l'humour, mais tu sais, c'est réconfortant d'avoir des affaires de même pour l'auditeur. Ouais. En fait, c'est pas que la corde est désaccordée, c'est que t'es pas totalement sa note. Mettons, pour les guitaristes, là, quand t'as ton tuner, là, c'est pas la lumière verte qui est allumée, c'est rouge à côté. Puis il y a un petit quelque chose qui fait que à l'oreille, tu l'entends que la note a faussé un peu. Là. Mais bon, on dirait qu'ils ont vraiment mis l'effet dans ce riff-là, puis on l'entend pas trop dans le restant de la tune, ce qui fait que... Non, c'est ça. C'est un moment vraiment isolé là, où c'est plus tranquille. Là. C'est ça. Fait que... Mais moi aussi, à première écoute, j'ai fait « Da fuck, qui s'est pas tuné avant de taper. » Mais c'est ça a vraiment l'air voulu délibérément de la façon qui est utilisée. Là. Oui, c'est comme un peu quand ils utilisent le piano désaccordé. Là. C'est un peu inquiétant. Exact. C'est un peu, ça y va vraiment plus pour l'ambiance. Là. Exact. Good. Fait que là, dans le fond, pour ce... t'avais-tu d'autres choses à rajouter avant qu'on aille à l'extrait? Non, c'est ça. Je conseille aux gens de l'écouter. Puis s'ils veulent l'acheter... en fait, ils gardent un œil sur ces bands-là parce qu'à travers toute la scrap qui sort, je les ai pas choisis pour rien. Je les ai choisis parce que je pense qu'ils vont faire encore du bon stock éventuellement. Mm-hmm. Hey, tu vois, dernière affaire avant l'extrait, là, Vampirska, quand tu m'as envoyé le nom du band puis que je t'ai allé écouter, j'ai écouté un autre album que, après ma barre, j'ai moins accroché parce que le son était justement plus boomy. Puis en écoutant le split, on dirait qu'ils ont fait un choix d'avoir un son un peu plus high pitch, là, un peu plus clair. Puis je trouve que, parce que j'ai réécouté l'autre album après, là, celui que j'ai écouté en premier, que j'ai skippé, je t'ai retourné le réécouter. Je trouve que le son qu'ils ont pris pour le split est
rend plus leur musique accessible que le son que j'ai entendu sur l'album. Tu sais, c'est. Fait qu'en tout cas, moi, dans mes souhaits, c'est qu'ils gardent un son. Tu sais, t'es encore dans un son crasse, là, mais t'as un son qui est comme plus défini malgré tout. Moi, j'ai bien aimé. Ben, c'est un peu le phénomène qui arrive avec un des prochains bands qu'on va parler dans l'autre split. C'est qu'on dirait que à un moment donné, il y avait tellement un vouloir d'être le plus crasse possible. Puis là, finalement, ces gars-là, c'est des bons musiciens. Tu sais, c'est pas du drum enregistré sur une tablette électronique. Tu sais, je veux dire. Puis la guitare est bonne, le vocal est bon. Fait qu'on dirait que de plus en plus, même le dernier album de Revenant Marquis, là, il a ouvert la porte un petit peu du garde-robe. Là. Puis c'est tout à son honneur. Là. Oui, effectivement. Effectivement, parce que laisser peut-être un peu plus place à la musique comme composition que juste le son en tant que tel. Là. Mais bref. Ça, c'est une question d'opinion aussi, puis de goût, là, mais bref. Donc, on s'en va entendre l'extrait que tu as choisi. Puis là, bien évidemment, tu as choisi la band dont on a parlé le plus dans ces deux groupes-là. Oui. On va aller entendre As Their Faces Fade From My Memory de Vampiriska. Vampiriska, mon Dieu, j'ai mêlé tous les deux tout le temps. Ah, je dis. Et on vient donc d'entendre l'extrait du deuxième coup de cœur du mois de PY. Et là, on y va avec... on avait dit que c'était encore un split pour terminer ça. Je te laisse aller avec ça. On parle évidemment du split Crucifixion Bell. Et là, le deuxième nom, je vais le massacrer tout le long. Là. Je ne sais pas si t'es bon en norvégien, là, mais on va dire Oxehovud. Je pense que c'est eux, le O avec la barre. Oxehovud. Bon. Genre. Et l'album s'appelle Benighted The Luminous Glow of Sin. Je trouve ça intéressant. Les deux albums dont on vient de parler, tu sais, souvent, un split, c'est genre ça pis ça. Mais là, ces quatre bands-là, en fait, ont décidé de donner un nom à leur split et je trouve ça très intéressant. Yes. Évidemment, c'est du black metal. On pourrait quasiment dire que c'est du raw black, mais c'est pas 100% raw. C'est sorti le 6 août 2021. Disponible gratuitement sur le Bandcamp des deux groupes et il y aura supposément une version vinyle qui va sortir sur Asrar et Nitstang, mais il n'y a aucun détail à propos de ça. Là. Elle n'est pas à vendre, il n'y a pas de précommande, il n'y a pas rien. Là. Fait que si les gens trippent sur la sortie, stay tuned. Mais question, qu'est-ce qui laisse supposer qu'il va y avoir une version vinyle dans ce cas-là? C'est écrit sur le Bandcamp. OK. C'est le Ben qui l'a annoncé, en fait. C'est pas des rumeurs. OK. Non, c'est ça. Parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas les bands, ben, Crucifixion Bell, ça vient des États-Unis. Et Oxehovud, ça vient de la Norvège. Et ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches, c'est que c'est deux one-man band, premièrement. Fait que les deux gars de ces gars-là ont un autre album de black post-punk qui a sorti un album en juin 2021. OK. Fait que, tu sais, ils se connaissent, puis ils font des trucs ensemble. C'est pas une première expérience, là, ce split-là. C'est ça, exactement. Ouais, OK. Malgré que les deux bands sont nés quand même, v'là pas si longtemps, là, ils ont trouvé leur âme sœur et ils participent tous les deux ensemble à œuvrer dans la musique. Crucifixion Bell, ben, c'est né en 2020. Il a sorti un full, 3 splits, 2 démos et un single. Et là, cette band-là, j'avais hâte d'en parler parce que c'est un peu comme tu as parlé tantôt. Son premier album, j'ai fait... Ah non, pas un autre. Pas un autre qui sonne pareil. J'étais comme dans le bout où j'étais écœuré de toutes les bands qui sortaient 1000 albums par mois. Et là, il a sorti... son premier full, en fait c'est ça, sa première sortie, c'était pas son premier full. Il a sorti son premier full au mois de juillet. J'ai fait, ah ouais, ok, t'as peu, le gars il a vraiment pogné une coche de plus.
Et depuis ce temps-là, il a sorti un split avec Valak, que j'avais déjà parlé dans une autre chronique, qui est quand même un band de black quand même reconnu. Et il a sorti ce split-là. Il vient d'en sortir un autre récemment avec 3 autres bands. C'est un four-way. OK. Fait que le gars, il niaise pas. Son band de frères, Uxeovid, lui a sorti un full en mai 2021 et il vient de sortir le split, sans oublier qu'il a sorti l'album de post-punk avec l'autre en juin. Fait que tu sais, les gars travaillent fort. OK. J'ai vraiment trouvé que, comme j'ai dit, Crucifixion Bell est sur une belle lancée. Depuis son full, là, même j'ai hésité à parler du split avec Valak parce que je le trouvais intéressant, mais le côté Valak m'intéressait un peu moins, puis je n'avais déjà parlé. Fait que tant qu'à ça, aussi bien faire découvrir un nouveau band. C'est une musique qui est très agressive, il n'y a pas vraiment de temps mort. J'aime ça de décrire ce gars-là comme étant le nouveau Lamp of Murmur côté riff, côté batterie, aussi côté vocal, parce que... Le drum, moi, c'est un de mes highlights, là, le drum. Oh, oui. Puis le son, la performance est bonne, mais le son, il y a un côté, c'est ça, un peu crasseux, punkish, là, dans le son. Moi, j'adore ça, là. Le côté un peu punkish dans le black metal, là, quand c'est bien dosé, pas tout le temps, mais bien dosé, là, ça vient donner un bon coup de botte à cap d'un noix, là, puis lui, il l'a bien utilisé, je trouve. Ça donne du punch. Puis tu sais, il s'appelle Crucifixion Bell, mais sa belle, il l'utilise énormément pour ne pas dire tout le temps, là. Tu sais, c'est... Moi, je trouve que c'est caractéristique à lui. Il y en a beaucoup qui le font... récemment, là, mais lui, on dirait qu'il y a comme ça ressort du lot en plus de ses riffs que je trouve qui sont vraiment bien composés. Fait que c'est ça. Pour moi, là, c'est le prochain Lamp of Murmur parce que, comme tout le monde sait, Lamp of Murmur, c'est mort en 2020 quand il a sorti son premier full. Mais ça, c'est une opinion bien personnelle à laquelle je tiens énormément. Écoutez, si vous voulez crucifier PY vivant, vous n'avez qu'à monter à Dolbeau. Donc, c'est ça. L'autre band, je dois avouer que un peu comme l'autre split, ça fait tout le temps un peu ça, un split. Il y a tout le temps un côté qui t'accroche plus que l'autre. Puis, tu sais, c'est pas que le deuxième groupe est pas bon ou moins bon, c'est juste que le son, il est comme, c'est bourrin, puis ça bûche, puis tu sais, comme 250 000 autres bands, puis il y a moins de hook. Tu sais, t'as pas genre un riff ou un refrain qui vient comme t'accrocher. Le premier, tu sais, Crucifixion Bell, c'est comme, t'as ça dans plein de tunes, des petits riffs que tu fais, oh, hey, ça c'est cool, hey, ça, ce pattern-là, c'est cool. J'ai pas eu ce feeling-là dans le deuxième band, ce qui fait que, encore là, je l'ai moins écouté que le premier groupe, tu sais, à cause que je retrouvais pas ce feeling-là. Ouais, je comprends ce que tu dis, puis j'ai quand même fait l'effort de le réécouter beaucoup, beaucoup de fois. D'ailleurs, aujourd'hui, puis mon consensus, c'est que il utilise un peu la même recette que Crucifixion Bell, mais encore plus dans le garde-robe, puis avec un peu moins de talent. Fait que, tu sais, sur ce split-là, comparé à l'autre split qu'on jasait avant, les deux groupes sont loin d'être dissociés. Je n'irais pas à dire qu'ils copiaient l'autre, mais leur style se ressemble trop. Puis il y en a un, c'est bien plate, mais il exécute la recette mieux que l'autre. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme tu dis, c'est l'effet pervers du split parce que, honnêtement, si j'avais plus d'espace sur mon téléphone, j'enlèverais ces tunes à lui puis je garderais les tunes de l'autre. Ouais, puis tu sais, malheureusement, c'est ça. Je comprends, tu sais, j'en ai fait des splits avec mes bands puis tout, puis le côté communauté, tu sais, justement, de faire de quoi en partenariat avec des chums, puis de faire, OK, garde, telle autre band, tu sais, c'est un band avec qui on s'entend bien, musicalement, ça fit, on fait un projet ensemble. Je comprends totalement l'idée derrière ça, mais tu sais, pour l'auditeur, c'est inévitable là, qu'il y a un band qui sort tout le temps un peu plus du lot, puis tu sais, on pourrait tous les deux triper pas sur le même band, là. Mm-hmm. Mais il y aurait un des deux groupes qui popperait un peu plus, nécessairement. Fait tu sais, c'est un couteau à double tranchant, tu sais,
C'est ça. C'est un peu. J'étais un peu. Pas mitigé, mais c'est parce que. Puis le monde auront beau dire ce qu'ils veulent, là, que je m'en calisse, puis tu sais, je fais ma musique pour moi. Si tu faisais ta musique pour toi, là, à défaut de me répéter, tu jouerais en bobette dans ta chambre, puis t'écœurerais pas le monde avec tes compos. Là. Si tu fais un split, esti, c'est parce que tu veux que le monde entende. Non, mais c'est vrai. Ben oui, oui, clairement. Si tu fais. T'enregistres ta musique, c'est parce que tu vas la partager, sinon t'enregistres. Tu perdrais pas de temps à enregistrer ça. C'est un pain in the ass comme rituel, enregistrer un album. À chaque fois, j'haïs ma vie, man. Puis j'en fais parce que j'aime ça, puis tout, mais à chaque fois, il y a un moment quand j'enregistre un album où je me dis, j'ai le goût de fracasser ma guide dans le mur puis tout démolir, tu sais. Puis, en tout cas, les musiciens qui ont tapé plus qu'un démo vont comprendre, là. C'est le genre d'affaire que tu le fais pour le partager, tu le fais pas juste pour toi. Fait que pour venir au point du split, quand tu fais un split avec un band, c'est sûr que oui, il y a le côté camaraderie puis tout, sauf que dans le fond, là, chaque band veut être le meilleur band. Chaque band veut être celui que le monde va plus écouter. Tu sais, c'est inévitable. Puis des splits avec les deux parties qui sont vraiment égales, là, il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas tant. Tu sais. Je dis pas que ça n'existe pas. Il y en a sûrement, tu sais, puis il y en a peut-être que je connais pas. Puis tu sais, moi, j'en connais une couple dans même que je sais que, bon, je les aime bien, sauf que c'est plus rare, mettons, que les deux groupes sont vraiment égaux puis que c'est une plate, tu sais, un ensemble, un tout que tu écoutes d'un bout à l'autre. Ben oui, puis ce qui est malheureux dernièrement, c'est qu'on dirait que les bands veulent tellement faire des splits puis tellement tout sortir le stock que, mettons, l'exemple qui me vient en tête, c'est le split à 4 avec justement Vampire Ska, t'avais Saidan, t'avais Hermites, puis t'en avais un autre, là, mais tu sais, il y a 2 tunes qui sont bonnes sur 4, les autres sont dégueulasses, là, tu sais, fait que tu fais comme, ben pourquoi... Tu sais, je peux pas croire que les autres gars qui étaient concernés sur le split ont pas fait, ben là, t'as pas une meilleure tune que ça à nous offrir, tu sais. Puis ça se vend pas, tu sais. Il en reste des copies de ces splits-là. Là. Ouais. Mais ça, c'est quand même touché parce qu'une fois que t'as pris le deal de faire le split, tu sais, tu fais tes shit, puis l'autre à côté fait ses shit, puis tu prends sa partie, puis t'as colle à la tienne, tu sais, c'est pas... L'autre band n'a pas plus un droit de regard dans tes compos là, que toi, t'as un droit de regard dans les siennes, tu sais, c'est... T'as pris, tu sais, t'as fait le... C'est comme sortir avec une fille, là, tu sais, c'est comme... Ça vient avec les bons et les mauvais côtés, là. Puis toi et tout, tu viens avec tes bons et tes mauvais côtés. Non, mais c'est vrai. Ben c'est oui, vrai, ben oui. tu sais. Tu deals avec ça, tu sais, des deux côtés de la clôture, là. Fait que c'est un peu le même principe, je pense, pour le split. Fait tu sais, de dire à un Ben, hey man, c'est crissement mauvais ce que t'as fait. Tu sais, à la limite, sors du split puis sors tes affaires tout seul, fais un mini-album avec ça, là. Si c'est vraiment de la vidange, là, tu sais, ce que t'entends. Ouais. En tout cas, c'est côté très personnel aussi, mais tu sais, quand je vois le split que j'avais parlé l'autre fois, Spider-God, Nima, il y avait une trame de fond, tu sais, on a parlé aussi récemment du split revenant Marquis Osman, t'es comme, ah oui, ces deux bands-là vont bien fitter ensemble. Ouais, c'est ça, ouais. Des fois, c'est garoché, puis malheureusement, ça, en tout cas, ça me plaît pas, mais les autres en penseront bien ce qu'ils veulent. On peut pas tous avoir des légendes avec 4 bands excellents, tu sais. On les salue. Okay. Et là, on s'en va entendre un extrait parce que, évidemment, ben là, on a vraiment plus parlé de Crucifixion Bell, fait qu'on va y aller avec un extrait de cette band-là. C'est quoi la chanson que tu as choisie? On va l'entendre un extrait de Vigil of Leviathan. Et c'est ce qui conclut ce troisième release du mois pour la chronique Happy Y. Un gros merci, PY. J'imagine qu'encore une fois, comme on a fait moins d'épisodes, tu es encore submergé par la nouveauté. Ben, je te dirais que récemment, j'ai reçu plusieurs corpos de plusieurs labels, du Regain, du Eisenwald, puis il y a des affaires que j'ai trouvées intéressantes. Là. Fait qu'on va peut-être aller vers un autre genre de black là, dans la prochaine chronique. Mais je continue tout le temps de chercher. Pas capable de m'empêcher de continuer de chercher. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va me réserver le prochain mois. Excellent. Ben écoute, un gros merci à toi. Puis ben, on se redonne rendez-vous dans 2 épisodes. Yes.
Salut! Et c'est donc ce qui conclut la chronique Happy Wire pour cette semaine. Et en même temps, ça conclut un peu l'épisode 27. Donc, évidemment, je vais faire la ronde de remerciements à la poutine habituelle. Donc, merci à vous, chers auditeurs, qui êtes là. Encore une fois, merci de partager le show aux gens dans votre entourage qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait. Évidemment, tu sais, on parle de métal, on parle d'underground, on va chercher les gens un par un. Donc, c'est important pour nous que vous propagiez le podcast parce que on ne fait pas tant de pubs que ça sur les internets. Puis, c'est ça. Le monde est dur à aller chercher. Donc, avoir un coup de pouce des auditeurs là-dessus, c'est toujours bien apprécié. Donc, merci à vous. Vous pouvez également, j'en ai parlé un peu tantôt avec la chronique bière, notamment pour ce qui est de Alpha fait le mois, mais vous pouvez aller faire un tour sur arsmediaqc.com, qui est le site web, en fait, relié au Souterrain et à Ars Macabra pour avoir des critiques, des entrevues. Bref, ça parle de métal. Ça parle de métal, puis il y a des collaborateurs autant d'Ars Macabra que du Souterrain qui contribuent à cette plateforme-là. Donc, si vous aimez le contenu que vous avez dans le show puis que vous voulez avoir du bonus là-dessus, notamment les chroniques à PY, les chroniques à Michel, Mira qui a fait une coupe de textes, notamment par rapport... d'un point de vue plus pointu, plus critique un peu sur la musique, vous pouvez aller faire un tour là-dessus. Donc, merci également à toute l'équipe qui, encore une fois, répond à l'appel ce soir. Donc, merci à PY, merci à Quentin, merci Mira. Et salutations spéciales à Yaoi, qui est notre monteur de son. Fait que sur ça, moi, je vous dis un gros merci encore une fois, puis on se rejase dans un prochain épisode.